Quel est le point commun entre une gigantesque roue de pierre qui repose tranquillement au fond de l'océan Pacifique et le système financier mondial qu'on utilise tous les jours? C'est une question qui peut paraître complètement absurde au premier abord, c'est sûr. Ouais, totalement. Mais en fait, la réponse détient vraiment la clé de tous les mécanismes cachés qui régissent notre économie. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un ouvrage vraiment incontournable pour quiconque s'intéresse à l'économie. Il s'agit du livre La monnaie et ses pièges, écrit par le célèbre économiste Milton Friedman. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de percer le mystère de la monnaie, de comprendre ses illusions et de démystifier son fonctionnement profond. Exactement. C'est une réflexion qui est taillée sur mesure pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent aller bien au-delà des simples gros titres de l'actualité, pour comprendre enfin pourquoi le pouvoir d'achat fluctue autant ou comment des décisions qui ont l'air très techniques peuvent remodeler des sociétés entières. Et la problématique centrale que Friedman pose dès le départ, elle vient percuter nos intuitions de base. Selon l'auteur, la monnaie n'est pas une richesse en soi, c'est avant tout une puissante convention sociale. Une sorte de mythe partagé, en somme. C'est ça, une illusion collective. Et le danger majeur qu'il démontre dans le livre, c'est que quand cette illusion est mal comprise ou manipulée par les institutions, elle devient destructrice. On parle de mécanismes capables de ruiner des classes moyennes entières ou de mettre à genoux des économies nationales. Pour bien déconstruire cette illusion, le livre nous invite d'abord à quitter nos repères occidentaux. Il nous emmène sur l'île de Yap, en Micronésie, à la fin du 19e siècle. Et là, l'histoire est vertigineuse. Ouais, parce que sur cette île, il n'y a pas de métaux précieux, donc les habitants ont développé une monnaie sous la forme d'énormes roues de pierre calcaire qu'ils appelaient les fées. Des pierres qui faisaient parfois plus de 3 mètres de diamètre, ils devaient aller les chercher sur une autre île à des centaines de kilomètres. Et le détail le plus fascinant pour notre analyse, c'est la façon dont ils faisaient leurs transactions. À cause de leur poids titanesque, on ne déplaçait pas les pierres. C'était reconnu par tous comme l'une des plus riches de l'île. Sauf que personne n'avait jamais vu leur trésor. Même pas eux. Ah oui, l'histoire de la tempête. Voilà. Des générations plus tôt, un ancêtre ramena un énorme faille sur un radeau, une tempête éclate et la pierre coule au fond du Pacifique. Les survivants rentrent et témoignent de la taille parfaite de la pierre. Et la communauté décide, d'un commun accord, que cet accident ne change rien à la valeur de la pierre. Elle garde tout son pouvoir d'achat, même englouti sous l'eau. Ça peut nous sembler hyper naïf aujourd'hui. Mais Friedman ne raconte pas ça juste pour l'anecdote. Il utilise cette histoire comme un miroir pour notre propre système financier. Il fait un parallèle avec un événement de 1932, au cœur du système bancaire occidental. Le fameux épisode avec la Banque de France. À l'époque, elle s'inquiétait pour le dollar américain et a exigé que la Réserve fédérale de New York convertisse une grosse partie de ses avoirs en or. Et pour éviter de transporter tout cet or par bateau à travers l'Atlantique, la Banque de France a juste demandé que l'or reste aux États-Unis, mais soit affecté à son compte. Concrètement, des employés de la Réserve fédérale ont descendu des lingots dans des tiroirs et ils ont collé de petites étiquettes avec écrit France dessus. C'est exactement ça. L'or n'a pas bougé du bâtiment. C'était juste une modification de registre comptable. Mais cette simple manipulation d'étiquettes a déclenché une vraie panique mondiale. La presse a commencé à titrer sur la grande hémorragie d'or aux États-Unis. Le dollar a chuté, le franc français est monté en flèche. Une vraie panique irrationnelle. La terreur des marchés, à ce moment-là, relève strictement de la même psychologie que la famille de l'île de Yap avec sa pierre au fond de l'eau. Et pour enfoncer le clou, Friedman rappelle une autre histoire sur l'île de Yap avec l'administration allemande. Quand ils ont voulu forcer les habitants à réparer les routes. Oui. Les habitants refusaient de travailler. Alors un agent allemand a eu l'idée de peindre une simple croix noire sur les pierres les plus précieuses pour signifier qu'elles étaient confisquées par le gouvernement. La réaction n'a été immédiate. Les habitants se sont sentis ruinés. Ils ont réparé les routes en un temps record, juste pour qu'on efface cette fameuse peinture noire. Le mythe prend le pas sur la réalité physique. La démonstration de l'auteur ici, c'est de bien ancrer l'idée que notre monnaie moderne, que ce soit un billet ou une ligne sur une application bancaire, repose sur la même fiction collective. La valeur n'est pas dans le support. Elle est uniquement dans la croyance absolue que ce support sera accepté par quelqu'un d'autre en échange de biens réels. Toute la finance mondiale ne tient que par cette confiance. Mais alors, que se passe-t-il quand cette confiance s'effondre ? C'est ce que le livre explore ensuite, avec l'exemple de l'Allemagne d'après-guerre. Une période de chaos total où le Reichsmark ne valait plus rien. D'ailleurs, qu'en 1950, alors qu'il traversait l'Allemagne, il s'est arrêté à une station-service. La pompiste refusait tous les billets officiels, que ce soit des dollars ou des francs.
Elle voulait du concret. Du coup, il a payé son plein avec une cartouche de cigarettes qu'il avait achetée à Paris. Dans cette économie parallèle, les cigarettes n'étaient plus faites pour être fumées, c'était devenu une pure abstraction, un instrument de transaction. Cet épisode détruit complètement ce qu'on appelle en économie le sophisme métalliste. L'idée qu'une monnaie doit absolument être adossée à un métal précieux pour avoir de la valeur. L'Allemagne prouve que la monnaie n'a besoin d'aucune valeur intrinsèque. Son pouvoir dépend juste de l'offre, de la demande et de l'acceptation sociale. Tout à fait. Il cite aussi le cas de la Russie, post-révolution. Les vieux billets du régime tsariste continuaient de circuler et de garder de la valeur, alors que le régime lui-même était détruit. Parce que les gens savaient que les imprimeries impériales n'existaient plus. La rareté de ces billets était garantie. Alors que la nouvelle monnaie soviétique, imprimée massivement par le nouveau gouvernement, subissait une hyperinflation totale. La confiance vient donc fondamentalement de la certitude de la rareté. Et cette mécanique de rareté nous amène directement à l'un des concepts les plus célèbres du livre, la parabole de l'hélicoptère. C'est une image brillante pour expliquer la différence entre la monnaie nominale, donc le nombre de billets, et la monnaie réelle, le pouvoir d'achat. L'auteur nous propose une expérience de pensée très simple. On imagine une communauté stable, et soudain, un hélicoptère lâche suffisamment de billets pour doubler la quantité de monnaie en circulation. Les gens ramassent les billets, rentrent chez eux. Sur le coup, l'illusion monétaire frappe à plein. Tout le monde se croit 2 fois plus riche. Sauf que l'hélicoptère n'a pas lâché de nouvelles usines ni de nouvelles récoltes de blé. La quantité de biens réels est restée exactement la même. Donc, face à cet afflux de billets, les gens veulent dépenser plus. Mais comme les commerçants n'ont pas de plus de produits à vendre, ils se retrouvent face à des pénuries. Et la seule réaction rationnelle pour les commerçants, c'est d'augmenter les prix. Au final, les prix vont doubler et on reviendra à la case départ, en termes de richesse réelle, mais avec des prix 2 fois plus élevés. C'est un jeu à somme nulle. Friedman démontre ainsi que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Créer de la monnaie à partir de rien ne crée aucune prospérité. Ça ne fait que diluer la valeur de l'argent existant. Ça détruit l'épargne et ça fausse tous les signaux économiques. À court terme, on a l'impression d'avoir un cadeau, mais à long terme, toute la communauté s'appauvrit. Ce qui soulève une question politique majeure, que le livre aborde sans prendre parti. Si l'inflation est si destructrice, pourquoi les gouvernements y ont si souvent recours? L'auteur explique ça de manière très claire en analysant les incitations. Pour un État, l'inflation, c'est un impôt déguisé. Absolument. Ça permet de financer des dépenses publiques, des infrastructures ou même des guerres, sans avoir à subir le coût politique immédiat de l'annonce d'une nouvelle taxe. C'est un prélèvement qui ampute le pouvoir d'achat en silence. Et pour illustrer ça, le livre utilise une analogie médicale saisissante, celle de l'alcoolisme. La temporalité des politiques d'inflation ressemble trait pour trait à la consommation d'alcool. Au début, l'injection de monnaie crée de l'euphorie. L'économie semble stimulée, le chômage baisse temporairement. Les politiciens récoltent les fruits de cette prospérité artificielle. Mais inévitablement, la gueule de bois arrive plus tard. Les prix flambent, le pouvoir d'achat s'effondre et l'économie stagne. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que le remède, tout comme le sevrage alcoolique, est très douloureux à court terme. Il faut arrêter d'imprimer de la monnaie. Ce resserrement provoque un ralentissement immédiat, des faillites et du chômage transitoire. La stabilité ne revient que bien plus tard. Ce qui demande un courage politique énorme, puisque les politiciens qui imposent la rigueur en paient le prix immédiat, pendant que les bénéfices profiteront souvent au gouvernement suivant. Cette fuite en avant a parfois des conséquences qui dépassent largement les frontières. Le livre montre comment des décisions politiques internes peuvent avoir un effet papillon dévastateur au niveau mondial. L'exemple le plus marquant, c'est l'achat d'argent métal par les États-Unis dans les années 30. À la base, c'était juste une manœuvre du président Roosevelt pour obtenir le soutien de quelques sénateurs de l'Ouest américain dont les États produisaient beaucoup d'argent métal. Le gouvernement américain s'est donc mis à acheter massivement de l'argent pour en faire grimper le prix. Un simple compromis électoral interne. Mais le livre élargit la focale sur la Chine. À cette époque, la Chine était l'une des rares nations à avoir une monnaie indexée sur l'argent métal. Son économie dépendait du cours mondial de l'argent. Donc, quand les Américains ont fait exploser le cours, la monnaie chinoise s'est appréciée de façon brutale. Les produits chinois sont devenus beaucoup trop chers à l'exportation. Le pays a été frappé par une déflation massive, les prix ont baissé, le poids des dettes est devenu insoutenable
Les banques ont fait faillite, Une économie asphyxiée juste pour satisfaire des sénateurs à Washington. et la suite est tragique. Pour survivre, la Chine a dû abandonner son étalon argent en 1935. Elle est passée à une monnaie purement papier, sans garantie métallique. Et sans cette discipline, ils ont fait tourner la planche à billets à fond pour financer leurs propres guerres internes. C'est ce qui a mené à une hyperinflation terrible, ruinant la classe moyenne chinoise. Le livre souligne que ce désespoir économique a fortement déstabilisé le gouvernement nationaliste, ce qui a fini par faciliter l'arrivée au pouvoir du communisme en Chine. C'est vraiment la définition parfaite des conséquences involontaires. Mais au-delà de la grande histoire, toute cette exploration a une valeur pratique immédiate pour ceux qui nous écoutent. Le premier enseignement concret, c'est de s'immuniser mentalement contre l'illusion monétaire. L'auteur nous pousse à ne plus jamais raisonner en montants nominaux. Il faut toujours penser en pouvoir d'achat réel. Si on obtient une augmentation de salaire de 5%, mais que l'inflation est à 8%, Eh bien, on perd de l'argent. Concrètement, c'est un appauvrissement. Avoir ce réflexe est indispensable pour prendre de bonnes décisions financières personnelles. le deuxième grand apport pratique de ce livre, c'est de nous donner une grille de lecture pour décrypter les discours officiels. En période d'inflation, on entend souvent que c'est la faute des entreprises qui augmentent leurs marges, ou des syndicats, ou encore des crises géopolitiques lointaines. Le fameux écran de Fuller. Alors que l'analyse monétariste est claire. Si des chocs extérieurs peuvent causer des hausses de prix temporaires, une inflation généralisée et durable n'a qu'une seule cause. La planche à billets, l'inflation est le symptôme d'une création monétaire excessive par rapport à la richesse réelle produite. Garder ça en tête permet d'écouter les promesses budgétaires avec beaucoup plus d'esprit critique. Toute dépense publique non financée par l'impôt se paiera un jour par la dépréciation silencieuse de notre argent. En résumé, si on doit retenir l'esprit fondamental de ce livre, c'est que la monnaie est le système nerveux invisible de notre société. Quand elle est stable, elle permet des miracles de coopération à grande échelle. Elle favorise l'épargne et l'investissement. Mais quand on la manipule, les signaux de prix sont brouillés et s'adressent les gens les uns contre les autres. C'est une lecture qui rend l'économie tellement vivante. Ça donne vraiment envie de plonger dans les autres chapitres. Surtout pour découvrir l'épisode du crime de 1873 où une simple ligne oubliée dans une loi américaine a eu des répercussions toxiques pendant des décennies. Et pour terminer, l'auteur nous laisse avec une vraie réflexion vertigineuse sur notre époque actuelle. Oui. Depuis 1971 et la fin de la convertibilité du dollar en or, le monde entier participe à une expérience inédite. Aucune grande monnaie n'est adossée à quoi que ce soit de physique. Le système ne repose que sur du papier, des lignes informatiques et la promesse des États. Sachant que dans l'histoire, presque toutes les monnaies inconvertibles ont fini par s'autodétruire dans l'hyperinflation. La grande question reste posée. Nos institutions démocratiques modernes seront-elles assez sages pour empêcher ce système fiduciaire de s'effondrer comme les autres ? C'est un test grandeur nature et on est tous en plein dedans. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées qui façonnent notre monde.